Au début des années 2000, on a commencé avec les cultures de couverture. Bien, les producteurs semaient beaucoup de la moutarde après du blé, mettaient du fumier. Donc, l'idée de la culture de couverture, c'était de valoriser l'azote du fumier, valoriser le fumier. Dans d'autres cas, c'était aussi de contrôler l'érosion. Mais à un moment donné, on s'est dit, bien, il y a peut-être plus que ça. Fait qu'en 2009, on a un producteur qui a semé du pois fourragé comme culture de couverture et il a comparé ça à sa moutarde. Le pois fourragé, c'était beaucoup plus cher. On s'est dit, OK, comment on va faire pour vérifier la rentabilité ou vérifier l'intérêt de semer du pois fourragé au lieu de la moutarde. Donc, l'année suivante, il est revenu en maïs dans ce champ-là et on a fait des parcelles de doses d'azote dans le maïs. On s'est dit, bien, c'est le maïs qui va nous donner notre réponse. Fait que ce qu'on a obtenu avec ça, c'est que retour de pois fourragé, il y a eu besoin de 80 kg/hectare de moins d'azote pour produire en plus 1 tonne de plus de rendement que sur le retour de moutarde. Fait que c'était vraiment intéressant et ça demeurait rentable. Non seulement il y avait besoin de moins d'azote, mais en plus, il produisait plus de rendement maïs sur son retour de pois fourragé. Fait qu'à partir de là, bien, mes producteurs du club se sont mis beaucoup à travailler avec le pois fourragé. Ce qui fait qu'en 2015-2016, on s'est dit, 3 clubs ensemble pendant 2 ans, on s'est dit, tiens, on va refaire un peu ces essais-là, on va les remettre à jour puis on va les bonifier. Fait que c'est ça que je vais essayer de vous présenter. Ce qu'on a fait en 2015-2016, on est reparti avec notre pois fourragé dont je vous ai parlé, qu'on avait commencé à utiliser en 2009. Et on s'est dit aussi, tiens, on va baisser le taux de semis du pois fourragé, on va rajouter du radis, ça va coûter moins cher. Puis peut-être qu'en plus, notre pois fourragé va être un peu plus performant parce que s'il reste de l'azote dans le système, le radis va aller le chercher. Puis notre pois fourragé, lui, bien, il va fixer son azote plutôt que d'être paresseux. Fait qu'on a fait d'autres espèces aussi. Vous avez là-dessus les taux de semis. Je vous laisserai regarder ça. Mais effectivement, ça a baissé notre coût de rajouter du radis dans notre pois. Donc, l'année suivante, on a fait, comme on a fait en 2009-2010, des essais, des parcelles de doses d'azote dans notre maïs. Fait que ce que je vous présente là, c'est un des essais, un des champs, la réponse du maïs à l'azote en 2016. Vous voyez ici ma dose d'azote dans le maïs de 40 à 240, 40 étant juste l'azote au démarreur. Et le rendement maïs. En jaune, c'est ma réponse du maïs à l'azote, là où il n'y avait pas de culture de couverture. Parce que dans notre parcelle aussi, on avait des témoins pas de culture de couverture. Ce qu'on voit évidemment, c'est, bon, s'y attendait, c'est que plus on augmente la dose d'azote, plus mon rendement maïs augmente, jusqu'à aller à 240 kg/hectare d'azote pour obtenir un peu plus que 12 tonnes de rendement maïs. Pas de culture de couverture. En vert, c'est les points de mon retour de poids. Ce que vous voyez, premièrement, c'est que remarquez que juste avec 40, ici, kg à l'hectare de poids, j'ai déjà obtenu à peu près mon 12 tonnes de rendement maïs que j'ai obtenu avec 240, pas de culture de couverture. Déjà là, ça parle. Et il y a une certaine réponse de mon maïs quand même à l'azote, pardon, où on obtient notre rendement optimum avec 125 kg/hectare d'azote et on a obtenu un peu plus que 13 tonnes de rendement maïs. Fait que ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait obtenu en 2009. Là. Ça confirme ces résultats-là. Et où je vous mets un résumé de ces 2 années d'essai-là, 3 clubs en mots. En gros, là, notre rendement maximum de maïs avec du poids a été de 13 tonnes à l'hectare, puis on a eu besoin de 125 kg/hectare d'azote. Sans culture de couverture, notre rendement maximum a été de 12 tonnes, mais on a eu besoin de 240 kg/hectare d'azote. Et notre poids fourragé, c'est donc si ça valait un équivalent en azote de 115 kg à l'hectare, puis 1 tonne de plus de rendement maïs que si on n'avait pas de culture de couverture. Fait que ça reste vraiment intéressant là-dessus. Et je vous disais qu'on avait, pour baisser le coût de notre mélange, rajouté du radis à notre poids, mais on a eu des résultats équivalents pour moins cher. Fait que ça nous a vraiment allumé, puis on s'est dit, c'est pas juste une question d'azote, parce que dans ces projets-là, on a récolté la biomasse du pois. On l'a fait sécher pour savoir combien de kilos à l'hectare de matière sèche, combien de pourcentage d'azote, pour avoir combien ça rapporte d'azote, puis ça vaut pas ça. C'est pas tant que ça qu'on mesurait quand on mesure dans la biomasse aérienne. Fait qu'on s'est dit, il y a d'autres choses qui se passent que juste une fourniture d'azote. Il y a d'autres choses qui expliquent cet apport-là d'azote. Puis c'est pour ça qu'on parle d'équivalent azoté, parce que c'est pas juste de l'azote, c'est un équivalent en azote. Puis il y a d'autres choses qui se passent, point de vue de rendement maïs. Et là où je veux en venir, c'est qu'on doit avoir l'air de ça, nous autres aussi, là, après.
Ce que je voulais vous démontrer avec ça, c'est que les cultures, bien, avec la photosynthèse, absorbent, fixent du carbone. Et il y a environ 30 de ce carbone-là qui est rejeté par les racines dans le sol sous forme de sucre, d'enzymes, de protéines. Et ça, c'est la nourriture des micro-organismes du sol. Ça nourrit les bactéries, ça nourrit les mycorhizes, etc. Enzymes, sucre, protéines qui viennent de la photosynthèse. Donc, et où ça veut dire que les micro-organismes du sol, la vie du sol, elle est collée sur vos racines dans le sol parce que c'est là qu'ils ont leur source de nourriture. Et en retour, ces micro-organismes-là qui sont nourris par la plante, bien, vont aider la plante à absorber les éléments nutritifs, absorber l'eau, ça aide à contrôler, à lutter contre certains pathogènes, etc. Il y a tout un échange qui se passe qu'on ne comprend vraiment pas encore. Mais l'idée, c'est de dire que plus on met de racines dans notre système, plus on favorise nos micro-organismes, plus on favorise la vie du sol. À ce moment-là, bien, si on favorise la vie du sol, la santé du sol, ça veut dire qu'on a un sol aussi plus productif et plus résilient aussi face à tout ce qui nous attend. Fait que c'est vraiment ça. Autant au début, on mettait des cultures de couverture en se disant qu'on va valoriser notre fumier, on va réduire l'érosion. Autant maintenant, on se rend compte que ça améliore énormément notre sol par les racines qu'on met dans le sol. Et ça se passe beaucoup dans les racines. Fait que c'est un peu ça ce que nos études nous ont amené à conclure, que ce n'est pas juste une question d'azote, mais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau du sol. À partir de ces résultats d'études-là, on va pouvoir passer à la suivante. Dans le guide culture de couverture, sorti en février dernier, pour ceux qui ne le connaissent pas au CRAAC, il y a un chapitre, le chapitre 7, qui aborde l'économie. L'agroéconomiste qui a rédigé ce chapitre-là a pris les données du projet dont je viens vous présenter pour faire une étude de cas de la rentabilité des cultures de couverture. Fait que ce tableau-là est extrait du chapitre 7 du guide, où vous voyez que dans son étude de rentabilité, elle a évidemment considéré le coût des semences, le coût pour semer. Bon, tous les frais variables sont inclus là-dedans. Le coût de l'azote, évidemment, et l'augmentation de rendement maïs. Donc, ce qu'elle a fait varier, c'est le prix du maïs de 175 à 300 $ la tonne et le prix du kilo d'azote de 1,25 à 2,50. Si on prend l'extrême, pour un maïs à 300 $ la tonne et 2,50 le kilo d'azote, on voit qu'on a quand même un bénéfice de 340 $ à l'hectare. C'est sûr que ce 340 $ à l'hectare, il faut que le producteur ait réduit sa fertilisation azotée en conséquence. Un producteur qui applique la même quantité d'azote sur un retour de pois ou pois radis, bien là, il se tire dans le pied parce qu'il ne rentabilise pas sa culture de couverture. Puis en plus, que l'azote vienne d'une culture de couverture ou qu'elle vienne de l'engrais, s'il y a de l'azote de trop dans le système, bien c'est de l'azote de trop qui s'en va dans l'environnement. Puis si on regarde un autre chiffre comme ça, si on met le maïs à 200 $ la tonne et l'azote à 1,75 le kilo, on a quand même une rentabilité de 153 $ à l'hectare. Fait que ça, c'est conditionnel au fait que le producteur, évidemment, en tienne compte dans sa fertilisation azotée du maïs l'année suivante. Et c'est aussi conditionnel au fait qu'on a un beau couvert de culture de couverture. Ce que vous avez ici, les parcelles, ont été semées il y a 6 semaines. C'est représentatif de ce que ça devrait donner dans ça. Dans nos essais, je vous dirais qu'on était après du blé. Les semis ont été faits, règle générale, autour du 15 ou du 20 août. Donc, on avait une belle couverture. On vise idéalement minimum 4 semaines de culture pour que ça se développe bien, 4 semaines de croissance, idéalement 6. Fait que, dépendamment des régions, c'est possible ou non. Il y a d'autres options de toute façon selon les régions. Mais pour obtenir des résultats comme ça, c'est une belle croissance, puis c'est évidemment réduire la dose d'azote. Fait que le pois fourragé, évidemment, c'est une légumineuse annuelle. Puis comme vous pouvez le voir, c'est à croissance très rapide, là. En termes de couverture de sol, rapidement, ça fait la job. Ça va aider à contrôler les mauvaises herbes, contrôler la repousse de blé, par exemple. C'est vraiment intéressant pour ça. Ça couvre beaucoup le sol. Sensible à la sclérotignose, par contre. Donc, il faut faire attention s'il y a d'autres pois dans la rotation aussi. Il faut peut-être y aller avec modération dans certains cas. Je vous dirais que, là, je cherche mon petit plan, il est ici. Ça c'est vraiment, j'en ai perdu beaucoup, là, mais reste que ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est que malgré tout, c'est un système racinaire quand même anémique, le pois fourragé. Ça n'a pas un beau système racinaire, contrairement à d'autres qu'on va voir tout à l'heure, mais c'est probablement très, très mycorhizé. Les mycorhizes, c'est des champignons que vous avez naturellement dans votre sol et qui sont très bénéfiques aux cultures. On les a naturellement, mais il y a des cultures qui les aident beaucoup plus que d'autres à proliférer, à se multiplier, et le pois fourragé, ça en fait partie. Le pois fourragé stimule beaucoup les mycorhizes que vous pouvez avoir naturellement dans votre sol, et c'est probablement cet aspect-là qui explique les bons résultats qu'on a eus, tant en termes de dose d'azote que de rendement maïs, c'est les mycorhizes qu'on a favorisées avec notre pois fourragé.
Une des principales, en fait, utilisations du pois fourragé, bien, ça va être à la dérobée, après une céréale, comme on l'a fait dans nos essais. C'est super intéressant. Une autre utilisation, j'en ai une photo sur le poster sur la table là-bas. On a déjà fait des essais du pois fourragé en intercalaire dans le maïs. Quand c'est semé dans des sillons, semé par exemple avec un semoir à céréales, ça va faire une très belle couverture en dessous du maïs, très belle couverture au sol, aider à contrôler les mauvaises herbes. Je vous recommanderais pas d'aller semer un pois fourragé en intercalaire dans le maïs à la volée, par exemple. Même s'il y a une certaine incorporation, ça ne vaut pas le coup, ça ne donnera pas rien d'intéressant. Mais semer dans des sillons, ça fait quelque chose de très beau. Par contre, je vous dirais que rendu à mi-août, fin août, il n'y en a plus. Il a comme fait son cycle, il a fleuri, puis il a desséché. Mais je pense qu'il a probablement aussi beaucoup stimulé l'activité biologique du sol. Qu'est-ce que c'est comme impact exactement? Bien, on va avoir encore besoin de d'autres essais pour le valider, mais c'est une autre utilisation possible. Le radis fourragé, qui est une crucifère, donc là, attention, sensible à la hernie des crucifères, s'il y a d'autres crucifères dans la rotation. Comme toutes les crucifères, comme la moutarde ou le kale, entre autres, c'est pas mycorhizé. Il n'y a pas d'association qui se fait entre les mycorhizes et les crucifères. C'est pas une raison de ne pas en mettre, Mais c'est juste que l'association mycorhizienne dont je vous parlais avec le pois fourragé tout à l'heure ne se fait pas avec les crucifères. Sur ma photo, ce que vous avez, c'est un radis fourragé qui a été semé en intercalaire dans le maïs et la photo a été prise après la récolte du maïs. J'ai beaucoup de producteurs quand même qui utilisent le radis comme ça en intercalaire dans le maïs. Ça donne des super beaux résultats. Dans ce cas-là, c'est un mélange sarrasin et radis qui a semé avec un semoir à céréales qui a enlevé des unités pour qu'il en reste 3 par entre-rang de maïs. On a la photo là-bas qu'on va voir de son sarrasin intercalaire dans le maïs en début de saison. Fait que c'est le sarrasin qui pousse en premier en début de saison. C'est lui qui est là. Le radis est en dessous. Sarrasin finit vite son cycle. Fait qu'après ça, ce qui reste après la récolte, c'est le radis. Moi, je trouve que ça fait une super belle couverture. Après une récolte de maïs comme ça reste vraiment intéressant. Le radis aussi, bien, en fait, on en a un ici là, qu'on voit très bien qui sort du sol. Moi, je dis toujours que le radis, c'est un très bon indicateur de compaction. S'il rencontre une couche dure, il va sortir du sol. Par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas se concentrer juste sur cette grosse carotte-là. Il y a plein aussi de petites racines qui peuvent descendre plus creux. Mais le radis va sortir du sol et va vous indiquer qu'il a rencontré une couche dure. Idéalement, moi, je recommande un radis fourragé plutôt qu'un radis huileux. Il est plus tardif, donc il va venir en fleurs et en graines moins vite. Je soupçonne que les quelques échappées qui sont en fleurs dans la parcelle, là, c'est qu'il y avait peut-être une contamination avec du radis huileux. Fait que c'est moins ce qu'on recherche parce qu'on peut avoir une certaine production de semences. Fait que le radis, donc, en termes de couverture de sol, vous le voyez, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est très intéressant de le mettre s'il y a du fumier, par exemple, dans le système. Il va très bien récupérer les éléments fertilisants du fumier. Donc, à la dérober comme ça, mais comme je disais aussi, en intercalaire dans le maïs. Et là, on arrive après à mon mélange radis-pois fourragé, celui dont je vous ai parlé dans nos essais, qui est aussi performant en termes d'azote et d'effet sur le maïs que le pois fourragé seul. En termes de couverture de sol, c'est vraiment aussi super intéressant. Dans tous les essais qu'on a faits, on a vu que le pois est en meilleure santé quand il est mélangé comme ça avec du radis. C'est moins dense, c'est moins touffu, fait que le pois est moins maladif. Ça fait aussi moins de résidus au sol. Fait que j'ai beaucoup de producteurs qui vont faire un semi-direct l'année suivante sur un retour de pois radis. Comme le pois n'a pas un beau système racinaire, de le mélanger avec du radis, je trouve que c'est aussi très intéressant là-dessus. Le radis a vraiment beaucoup besoin d'azote. J'ai oublié de vous dire, mais ce radis-là, là-bas, il y a eu 50 kHz d'azote au moment du semis. S'il n'y avait pas eu d'azote, là, il serait jaune puis anémique. Là. Vous n'auriez pas des belles parcelles de radis à voir. Par contre, mélanger avec du pois, bien, il peut quand même un peu profiter de l'azote qui vient de la légumineuse. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est que sa place, donc, est vraiment beaucoup à la dérobée. Puis comme je vous disais, je me répète, mais c'est aussi intéressant pour le maïs l'année suivante que le pois seul, mais pour moins cher. Par contre, le radis, c'est une petite bille tout petite, puis le pois, bien, c'est une plus grosse bille. Fait qu'il faut faire attention quand on les sème ensemble. J'ai des producteurs qui vont semer le radis dans le cas famille, séparément, mais c'est aussi un mélange qui se vend tout fait, les deux pré-mélangés, qu'on peut mettre dans un gros coffre du semoir à céréales. À ce moment-là, ce que je recommande, c'est de ne pas se remplir
trop, puis de ne pas avoir à semer trop longtemps, de se remplir plus souvent ou d'être capable de brasser. Parce que c'est clair qu'à un moment donné, la petite bille et la grosse bille, bien, à force de brasser puis de taper, ils vont se séparer. Vous allez avoir une ségrégation des semences qui vont se passer. Puis à un moment donné, bien, votre mélange ne sera plus aussi uniforme que ça. Vous allez avoir des zones avec plus de radis puis des zones avec avec plus de poids. Fait que c'est la seule mise en garde. Mais ça reste quelqu'un qui commence en culture de couverture, qui s'en va en maïs l'année suivante, je pense que c'est le mélange gagnant à essayer. À condition d'avoir suffisamment de semaines de croissance. Avoine fourragère, pois fourragère. On a mis ce mélange-là parce qu'il y a souvent beaucoup de producteurs qui veulent semer ça après une céréale, par exemple, en se disant qu'ils vont ensiler s'ils ont besoin de foin. Par contre, ce qu'il faut faire attention, et c'est ce qu'on voit bien sur ma photo, c'est que l'avoine fourragère a une grosse feuille plus large que de l'avoine grain et que si ça se développe trop, à un moment donné, ça peut faire un tapis à l'automne et empêcher le réchauffement et l'assèchement du sol. Donc, quelqu'un qui prévoit l'ensiler, c'est parfait. Ça a autant de bénéfices même que les autres espèces qu'on a vues. Mais si vous semez ce mélange-là puis que vous êtes pris parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas besoin ou vous ne l'ensilez pas, il faut penser à travailler le sol à l'automne parce que sinon, ça ne sera pas évident à gérer au printemps prochain. Des fois, j'ai des producteurs qui me disent bon, ben j'ai acheté mon mélange avoine-pois, finalement, il n'est pas encore semé, mais je ne l'ensilerai pas. Bien là, on rajoute du pois dans le mélange, puis on rajoute du radis pour diluer ça, puis en venir à avoir l'équivalent d'un 15-20 kg à l'hectare d'avoine maximum. Je trouve qu'à 15-20, c'est gérable. Là. Puis si jamais en plus, il y a beaucoup de repousses de céréales, bien, on augmente encore plus ce tapis-là de graminées. L'avoine est super intéressante, mais il faut faire attention. Il ne faut juste pas qu'elle se développe trop. J'ai des producteurs qui ont commencé à semer de l'avoine en semi-direct après une récolte de soya hâtif. Là, il n'y aura pas de problème. Là. Ça ne se développe pas beaucoup. Le semoir suit la batteuse ou à peu près. Ça fait un beau tapis à l'automne. Il y a même des essais au Québec qui démontrent une augmentation de rendement maïs de 450 kg à l'hectare l'année suivante. Mais ce n'est pas le même type, ce n'est pas la même situation qu'une avoine pois qui va avoir eu plein de semaines de croissance comme on a vu l'année passée. La févrole. La févrole qui est une légumineuse annuelle, très utilisée par les Européens. C'est leur championne en termes de fourniture d'azote. Moi, ce que j'aime beaucoup, puis ce que vous voyez sur ma photo, là, c'est que c'est vraiment un beau système racinaire, là, très structurant. Là. Autant le pois fourragé est anémique là-dessus, autant la févrole est vraiment intéressante, son système racinaire. Fourniture d'azote. On n'en semait pas beaucoup jusqu'à il y a quelques années parce qu'on avait des semences de trop gros calibre qui ne passaient pas dans les cannelures ou qui bouchaient ou que ça prenait un taux de semis trop élevé pour être capable d'avoir 2 plants à l'hectare. Tandis que depuis quelques années, on a des variétés intéressantes. Faites attention si vous en achetez. Achetez des variétés à petites semences comme la Snowdrop ou la Snowbird pour que ça puisse passer et être intéressant. Vous voyez là, par contre, que ça ne couvre pas beaucoup le sol. Ça couvre moins, ça pousse en hauteur. Fait que c'est moins intéressant pour contrôler mauvaises herbes ou contrôler la repousse des céréales. Moi, je pense qu'elle a beaucoup plus sa place, justement, dans un mélange, peut-être avec du radis ou peut-être avec un peu de pois. On est à nos débuts d'essai avec la févrole, mais je pense qu'elle est vraiment intéressante pour sa fourniture d'azote et pour son système racinaire, mais il va falloir la mettre en mélange là, plus que toute seule comme ça. Le sarrasin, je vous disais tantôt là, que vous allez avoir la photo du sarrasin par mon producteur qui sème en intercalaire dans le maïs avec du radis. Fait que là, on a la photo du sarrasin en début de saison, puis le radis est en dessous. C'est une vieille culture de couverture, c'est un vieil engrais vert qui est un peu délaissé parce qu'il annonce du gel, puis ça meurt. Mais par contre, ça reste super intéressant pour différentes utilisations. Entre autres, d'un mélange. Là, lui, il a été semé il y a 4 semaines. On l'a semé plus tard il a été semé plus tard que les autres espèces parce qu'on voulait qu'il soit encore là, parce que ça se développe très vite. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui, parlant de développement très vite, il y a quelqu'un dans un autre atelier qui disait « sarrasin un jour, sarrasin toujours ». Là, je ne la connaissais pas, celle-là, mais ça veut dire que oui, ça va produire des semences. Puis ça peut, en production bio, c'est risqué, ça peut devenir une mauvaise herbe. En production conventionnelle, j'ai jamais vu de problème. Oui, j'ai déjà revu du sarrasin au printemps, mais il décolle trop. S'il y a un gel, il va mourir. Ou s'il en reste une coupe de plant, il est très facile à contrôler avec des herbicides. En bio, c'est moins intéressant. Le sarrasin est intéressant pour différentes raisons. Premièrement, c'est famille des polygonacées. C'est une famille différente de ce qu'on cultive. Je pense qu'on a toujours intérêt à varier nos familles. Ça vient en fleurs tôt, donc c'est intéressant pour les pollinisateurs. Si vous avez déjà vu une semence de sarrasin, c'est comme une petite pyramide, c'est un peu tout croche.
Fait que c'est intéressant à mettre d'un mélange pour aider les autres semences à rester mélangées, à ne pas faire de ségrégation. Plus on varie la forme et la grosseur des semences, plus notre mélange va rester mélangé. Mettre du sarrasin ou mettre une petite graminée aussi dans le mélange, ça va aider parce que la graminée va former des ponts. Fait que nos semences ne vont pas se séparer pendant le semis. Fait que le sarrasin est intéressant pour ça. Puis bien, comme il décolle tôt, bien, c'est lui qui va contrôler les mauvaises herbes en début. Mais après ça, on le sème évidemment avec autre chose. Fait que dès qu'il y a du gel et qu'il meurt, bien, les autres espèces vont prendre le dessus. Fait que je pense qu'on a intérêt à le réutiliser. Puis ça a été démontré aussi que le sarrasin est un moyen de contrôle de la population de vers à fil de fer dans le maïs l'année suivante. Le seigle d'automne, qui est une céréale que vous connaissez sûrement, qui est en termes de résistance au froid, là, on parle de moins 27, donc c'est la championne de ce côté-là. Je vous dirais aussi que le seigle d'automne, c'est probablement la reine en termes de système racinaire. Système racinaire abondant et très profond. Il y a une étude que j'ai trouvée l'autre fois qui disait qu'un grain de seigle à maturité peut faire 600 mètres de racines. Il y a un étudiant qui a dû passer son été à calculer ça. Mais que seigle, un grain de blé d'automne, c'est 400 mètres. Donc, c'est vraiment intéressant comme système racinaire. Ça peut faire un beau paillis, un beau couvert, aider au contrôle des mauvaises herbes. Et en plus, bien, il produit des substances allélopathiques, c'est-à-dire des substances qui empêchent la germination de certaines mauvaises herbes, les mauvaises herbes à petites semences. Fait qu'il faut lui trouver sa place. Par contre, il faut faire attention parce qu'un semis de maïs sur un retour de seigle ou dans du seigle, on parle de 15 à 20 de perte de rendement. Et ça, c'est pas comme on a longtemps pensé, on dit « Ah, c'est l'effet allélopathique du seigle ». C'est beaucoup plus l'effet de ce que les Américains appellent le Green Bridge, c'est-à-dire la transmission de maladies racinaires du seigle au maïs. Il y a des producteurs qui le font puis qui me disent « Oui, mais ça pousse. » Oui, ça pousse. Mais s'il y avait un témoin à côté, pas de seigle, c'est là qu'on pourrait valider qu'il y a une perte de rendement. Puis on l'a fait dans des parcelles pendant 3 automnes chez plusieurs producteurs avec seigle, pas de seigle. On a validé que la sortie des croix du maïs est retardée et que le rendement est plus bas, sauf si on prend la peine de détruire notre seigle au moins 10 jours avant le semis du maïs. Là, c'est la façon d'éviter cet effet-là, d'éviter d'avoir l'effet du Green Bridge. Ça ne veut pas dire à tout coup que vous allez avoir un effet négatif de votre seigle non plus. Mais pour éviter d'avoir ce problème-là, bien, on recommande d'attendre 10 jours après la destruction du seigle pour semer le maïs, fait qu'on évite le problème de transmission de maladies racinaires. Mais un semis de soya, par contre, dans du seigle, ça réussit très bien et ça, c'est une technique vraiment intéressante. Mais quelqu'un qui veut faire du maïs, bien, il y a des précautions à prendre. On arrive aux raies-grasses. Bon, il y a différentes espèces de raies-grasses. Je vous laisserai lire là-dessus dans le guide ou sur le panneau. Ce que je veux dire avec le raies-grasse, c'est quand même la culture intercalaire dans le maïs qui est la plus facile à réussir, qui est de base. Entre autres, il y a plusieurs herbicides quand même compatibles avec le raies-grasse intercalaire. Et ce qui fait que le raies-grasse fonctionne bien dans le maïs, c'est que premièrement, le raies-grasse tolère bien l'ombre. En plus, le raies-grasse, lui, n'aime pas la chaleur. Quand il commence à faire chaud, 22, 23 degrés, le raies-grasse, il ralentit, alors que le maïs, lui, il décolle. Fait que ce qu'on veut, c'est que notre raies-grasse ait fait 2 à 3 feuilles avant que le maïs couvre ses rangs. Après ça, il tombe un peu en dormance, puis c'est plus tard en fin de saison qu'il va recommencer à pousser puis faire un beau tapis. Ce que les producteurs aiment quand l'implantation du raies-grasse est belle, bien, c'est après ça, quand on passe avec la batteuse à l'automne, ça fait moins de roussal, ça fait une meilleure portance. Ça se sème bien. C'est la culture intercalaire, je vous dirais, qui peut le mieux réussir à la voler. Idéalement avec un coup de peigne ou un petit coup de picoteuse. Quand on parle de d'autres cultures intercalaires, comme j'ai sur mon affiche en avant, là, je recommande vraiment plus de semer dans des sillons avec différents systèmes ou avec un semoir à céréales modifié pour que ça s'implante bien et que ça vaille le coup. Mais le raies-grasse, c'est comme pour commencer un intercalaire dans le maïs, c'est ce qu'il y a de plus facile à réussir. Ici, on a un mélange radis, raies-grasses, trèfle incarnat. Sur la photo, vous l'avez en intercalaire dans le maïs. Encore là, il avait été semé avec un semoir à céréales modifié pour passer entre les rangs de maïs. C'est un mélange qui se vend commercialement déjà tout fait. Là, je vous mets au défi dans mon mélange de trouver le trèfle incarnat, alors qu'il y en a 58 On l'a mis parce que ça se vend tout fait. Il y a une coupe de plantes de temps en temps. Mais le problème, le trèfle incarnat, ce n'est pas un trèfle qui tolère la compétition. Fait
avec du radis comme ça, on ne le verra pas beaucoup. Fait que je mets un gros point d'interrogation à savoir, est-ce que c'est pertinent de l'avoir là? Est-ce que ça vaut la peine pour avoir une légumineuse dans le mélange? Je suis un peu sceptique, mais le trèfle incarnat, c'est une annuelle d'été. C'est parmi les trèfles qui se développent le plus vite. Mais en intercalant dans le maïs, vous voyez, ça s'est super bien développé. Mais encore là, notre trèfle incarnat, on le cherche là. Mais c'est un mélange qui existe tout fait et c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Là, on arrive dans un bloc un peu différent de légumineuses, soit vivaces, soit annuelles d'été ou soit bisannuelles comme le mélilo qui est là. Leur utilisation à ces légumineuses-là, je les vois plus en intercalaire dans les céréales ou en intercalaire dans le soya. Le mélilo ici, par contre, on oublie ça en intercalaire dans les céréales parce qu'il va donner un goût de cannelle au blé. Vous avez la photo qui est là, c'est du mélilo qui avait été semé en intercalaire dans le soya l'année précédente et vous voyez la reprise au printemps. C'est un vraiment beau système racinaire. C'est une biannuelle, donc dans toutes les espèces qui sont là, c'est celle qui se développe le plus vite. Si on sème des intercalaires dans le soya, ce qu'on a démontré avec tous les essais, c'est de semer à 2-3 trifoliés dans du soya aux 30 pouces, mais dans du soya qui va couvrir ses rangs. Si le soya ne couvre pas ses rangs, là, on court après le risque que l'intercalaire, elle, va s'occuper de couvrir le rang. Fait qu'il faut faire attention à ça. Vous voyez ici d'ailleurs du lotier, qui est une vivace. Vous voyez la photo du lotier au moment de la récolte du soya. Fait que comme il est aux 30 pouces, mais que le soya a couvert ses rangs, le lotier s'est développé. C'est pas développé en hauteur, mais il rampe au sol. L'idée avec ces intercalaires-là dans le soya, c'est dans des champs qu'on laisse en semi-direct. On les veut là au printemps suivant. On veut qu'ils repartent, qu'ils fassent des racines. On les détruit avant le semis du maïs, idéalement, mais on veut qu'ils apportent aussi de l'azote au maïs. C'est une façon d'avoir des racines vraiment intéressantes dans le système, puis de fournir l'azote au maïs. Mais pour ça, il ne faut pas travailler le sol après la récolte du soya parce qu'elles n'auront pas eu le temps de se développer assez. C'est ça l'objectif. On ne veut pas qu'ils se développent trop dans le soya non plus, mais on veut qu'ils se développent après. Fait que le lotier ici, qui est une vivace, mon petit trèfle incarnat, que je vous disais, qui ne supporte pas la compétition, on l'a semé pur ici. Sur la photo, vous l'avez pur en intercalaire dans le maïs. Je ne sais pas ça serait quoi sa meilleure utilisation, peut-être à part ça, là. Mais comme je vous dis, avec autre chose, il ne se développe pas. Mais sinon, il peut être très bien. La plupart de ces légumineuses ici, sauf le mélilo, puis le lotier, vous voyez, ont eu un traitement herbicide parce que ça ne se développe pas vite. Fait qu'il a fallu contrôler les mauvaises herbes. Puis vous voyez que le lotier, il n'est pas heureux du tout là, de son traitement herbicide. Là, il fait dur là, par rapport à ça. Fait que notre trèfle incarnat, donc, qui va mieux seul. Et les deux derniers, trèfle Luya et trèfle rouge. Le trèfle Luya qui est un trèfle blanc nain. Sur la photo, vous l'avez en intercalaire dans le soya. Mais le trèfle Luya et le trèfle rouge sont très intéressants aussi en intercalaire dans le céréal. Ça peut être mélangé ou ça peut être seul, mais c'est les deux espèces, à mon avis, qui réussissent, qui sont les plus intéressantes à mettre en intercalaire dans le céréal. Puis là, il faut tout se poser la question sur est-ce qu'on fait un intercalaire dans notre céréale ou bien si on fait une culture à la dérobée après la céréale. Puis là, il y a des pour et les contre. Si, exemple, après votre céréale, vous n'avez pas le temps de faire quelque chose à la dérobée parce que vous êtes dans une région plus périphérique, l'intercalaire dans le céréal reste intéressante. Mais si vous avez de la chaux, du fumier, du nivellement à faire, oubliez l'intercalaire dans le céréal parce que vous allez la détruire tout de suite après la récolte. Fait qu'il faut penser à tout ça. Les deux ont leur pour et leur contre. On peut même penser à sous-soler dans un intercalaire dans le céréal qui va avoir été bien établi sans trop la déranger. Fait qu'il y a différentes possibilités et différents scénarios selon les besoins. Pour ce qui est du désherbage, dans le fond, si on parle d'un blé, par exemple, avec un trèfle en dessous, ça va être facile à désherber avec soit un Boctril ou avec un MCPA 600. Dans le fond, le trèfle va être protégé avec le feuillage du blé,
Puis le trèfle, ce qu'on voudrait avoir idéalement, c'est 1 à 3 feuilles trifoliées pour être sûr qu'il ne soit pas trop magané par l'arrosage. Fait que une fois le blé récolté, puis ça, c'est toujours le choix du trèfle, c'est en fonction si le producteur récolte sa paille ou pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on met un trèfle, 1 coupe ou 2 coupes, ben il ne faut pas que le producteur récolte sa paille, sinon ça va être un désastre. Fait que choisir le trèfle en fonction de la récolte ou pas. Si vous n'en faites pas de récolte, ça va être parfait. Si vous pensez récolter la paille, oubliez le trèfle à ce moment-là. Allez-y plutôt avec une culture de couverture pleine terre après la récolte. Fait que dans le fond, une fois que le trèfle va être récolté, on laisse pousser pas le trèfle, mais le blé va être récolté, on va laisser pousser le trèfle. Le trèfle peut aller chercher un très bon volume là, à l'automne. Ça peut aller jusqu'à 2 pieds. Ben, nous autres, en tout cas au centre du Québec, là, 2 pieds de volume, fait que ça rend les voisins jaloux. Il y a un beau couvert au sol. Idéalement, on pense le détruire à l'automne pour faciliter, si on veut, l'efficacité du produit versus le printemps. Le printemps, si le producteur ne veut pas l'arroser à l'automne, il faut quand même prendre en considération qu'on a un trèfle qui va être très vigoureux au printemps suivant. On parle d'1, 2, il y en a que ça va jusqu'à 3 arrosages là, pour bien le contrôler. Fait que si on veut être sûr d'avoir un champ propre avec pas de problématique de trèfle qui va gérer, si on veut, le maïs, à ce moment-là, prévoir le contrôler à l'automne, ça va super bien. Sinon, à ce moment-là, ça va être de regarder pour un dicamba là, au printemps pour être sûr d'avoir un meilleur contrôle là, sur le trèfle. Mais idéalement, ce serait de le détruire ou sinon, ça peut être destruction là, physique à l'automne, tout simplement. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, ben, comme je vous ai mentionné dans la pochette, là, vous avez la liste des herbicides en pré ou en post qui peuvent vous aider pour le choix. Dans le fond, le truc, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai à contrôler. Si vous choisissez un intercalaire unique, mettons une graminée à ce moment-là ou une feuille large, ça va aller bien. Si vous pensez faire un mix de ces deux-là, là, le choix de l'herbicide va être plus difficile à ce moment-là. Fait que s'il y a toujours l'option facile qui est en Roundup ou Liberty pour le contrôle, mais sinon, ça va être d'y aller avec un herbicide, avec un résiduel ou qui va avoir moins d'impact possible sur l'intercalaire. Parce qu'on veut, ça va être une réussite. Le truc à vraiment pas oublier, c'est que si on veut contrôler, disons, les mauvaises herbes, mais c'est une façon de parler avec un intercalaire, il faut vraiment que le champ soit propre avant d'implanter notre intercalaire parce que si vous avez déjà beaucoup de mauvaises herbes, à ce moment-là, concentrez-vous uniquement sur le contrôle des mauvaises herbes plutôt que d'introduire un intercalaire parmi ça parce que d'une certaine façon, vous avez déjà votre intercalaire. Fait que, idéalement, il faut que le champ soit propre pour maximiser le potentiel de levée et la croissance de l'intercalaire pour avoir un maximum de résultats par la suite.